Alors, si la société inclusive est une belle idée, cet objectif a de nombreux impacts sur le quotidien de toutes les personnes qui accompagnent les plus fragiles. Quelles sont les mutations en cours sur l'action sociale? Les professionnels sont-ils prêts? Quelles sont les conditions pour atteindre cet objectif de société inclusive? Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille sur ce plateau Géraldine Meyer, donc directrice de l'URIOS-PACA Corse, et Olivier Giraud, directeur de recherche au CNRS et membre du conseil de recherche et de prospective de l'UNIOPS. Alors, première question que j'aimerais poser à Géraldine, quel impact de ce concept de société inclusive sur les acteurs de la solidarité? Alors peut-être pour commencer, effectivement, préciser ou rappeler que ce sont les associations qui sont les premiers activateurs de la société inclusive. Bien sûr. Elles permettent en fait par leur action, par leur accompagnement de faire accéder les personnes vulnérables au logement, au travail, au reste de la société. À la citoyenneté. À la citoyenneté, voilà. Donc c'est effectivement par l'action des associations qu'on peut rêver d'une société inclusive. Elles n'ont pas attendu ces associations que le concept émerge pour passer à l'action. Ouais. Et autre précision, ce ne sont pas les murs qui font l'institution, mais bien les pratiques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une institution avec du bâti, des établissements, que pour autant les associations qui ont ces installations sont dans quelque chose qui n'est pas inclusif, puisque effectivement on peut à partir des établissements, par exemple, créer ou avoir des logiques de partenariat avec des acteurs extérieurs et permettre par ces logiques et par ces modalités d'accompagnement d'être beaucoup plus inclusifs que certains qui seraient peut-être plus ouverts dans les formes, mais pas forcément dans les pratiques. Alors ça, c'est important de le rappeler, parce qu'il y a tout un débat sur la volonté de faire disparaître les murs. La fameuse désinstitutionnalisation. Voilà, exactement, voilà. Exactement. Et effectivement, pour cette démarche, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui ce mouvement vers la société inclusive, il y a quand même une sorte d'accélération, en tout cas un déclencheur de peut-être aller davantage encore vers cette ouverture à des partenariats extérieurs avec le droit commun. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'avant, il y avait plus de facilité à aller rencontrer des associations voisines, partenaires habituelles. Là, on va davantage s'ouvrir au sport, à la culture, à l'éducation. Et effectivement, ça a peut-être effectivement eu cet impact avec ces partenariats et aussi cette transformation de l'offre dont on doit parler aussi, puisque ça a été une invitation à repenser la manière de proposer une offre d'accompagnement, aussi bien en termes d'infrastructure que de modalités d'accompagnement. Et par rapport effectivement à des impacts forts constatés sur le terrain, c'est l'émergence de nouveaux métiers. Des nouveaux métiers de coordinateur de parcours, de gestionnaire de parcours ou de cas complexes. Ce sont effectivement des nouvelles pratiques avec des accompagnements qui vont être effectivement centrés sur la gestion de ce parcours et qui vont, en tout cas on le souhaite, peut-être davantage prendre part ou place dans le cadre de la participation, on y reviendra, des personnes concernées. Et puis, c'est un impact aussi sur la structuration de l'offre avec, par exemple, l'émergence de plateformes de services qu'on voit un peu poussé sur les territoires et le développement, on va dire, à partir de la logique ou de l'approche domiciliaire, comment on accompagne les personnes à partir de leur domicile. Donc l'impact pour les acteurs de la solidarité, il est aussi lié étroitement à l'accessibilité ou non du droit commun. Et cette question, elle reste vraiment au cœur de la transformation. Oui, c'est la question aussi de tout l'environnement qui va favoriser l'émergence de cette fameuse société inclusive. Alors Olivier Giraud, si on s'intéresse aux impacts, on a beaucoup évoqué justement cette question de la transformation de l'offre. Il y a la question aussi des modifications des pratiques professionnelles. Évidemment, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, comme le disait Géraldine, mais il y a aussi, est-ce qu'il y a des choses aussi qui sont modifiées dans la manière d'appréhender l'accompagnement, la relation à la personne accompagnée? Alors, moi, il me semble que
du point de vue des acteurs de la solidarité, je pense qu'il y a une véritable... Si on prend au sérieux les missions ou les objectifs de la société inclusive, il y a une véritable transformation des objectifs et des missions des travailleurs sociaux ou des travailleurs de ce monde de la solidarité de manière générale. C'est quand même un univers, celui du travail social, qui a été forgé sur des missions d'accompagnement très spécialisées, sur des publics qui étaient avant tout caractérisés par leur déficience, par leur incapacité précisément à participer au monde des valides ou au monde entre guillemets normal, entre guillemets régulier. Et donc on a toute une culture finalement de ce travail d'accompagnement qui est spécialisé sur cet accompagnement extrêmement pointu. Or aujourd'hui, le challenge quand même, le défi, c'est précisément d'accompagner cette dédifférenciation des univers, cette désegmentation, et ça veut dire, pour le coup, être capable d'être des acteurs de cette inclusion de façon très active. Et c'est quand même un défi qui est très difficile à affronter, parce que on sait bien, quand on connaît un peu le monde des vulnérabilités, que ce soit celui du handicap ou des vulnérabilités du social, que les barrières, les difficultés des personnes restent très spécialisées et elles restent très différentes. Et pour le coup, l'accompagnement vers ce monde dédifférencié, il est quand même... il n'est pas très intuitif. Il n'est pas très intuitif et il requiert quand même une maîtrise précisément des différents obstacles qui sont ceux des publics que doivent gérer ces acteurs de la solidarité. D'accord, très bien. Alors je vous propose d'aller un peu plus loin justement sur ces fameux impacts de la société inclusive sur les professionnels. Je voudrais donner la parole à Guillaume Fritschi, qui est donc directeur de l'Uriops Occitanie. Guillaume Fritschi, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Guillaume. J'ai quelques difficultés de connexion. Alors je ne vous entends pas très bien, Guillaume Fritschi. Question, Antoine. Alors, la société inclusive telle que décrite à l'instant, elle a évidemment des échos en matière non seulement d'offres de services sociaux et médico-sociaux, mais aussi tout simplement en matière d'attente, en fait, de la part des personnes accompagnées. Donc, si on se centre sur le travail social, ces orientations inclusives, elles peuvent avoir des implications. Alors, je dis elles peuvent, car il ne faut pas imaginer que l'ensemble des modalités actuelles d'accompagnement, elles aient nécessairement à être fondamentalement remises en cause. Si les aspirations des personnes accompagnées, si les évolutions sociétales nous amènent collectivement à imaginer et à mettre en œuvre, d'ores et déjà d'ailleurs, des dispositifs ancrés sur le milieu ordinaire de vie, il subsiste des publics dont le degré de vulnérabilité ou de dépendance exige des accompagnements lourds, sécures, notamment d'un point de vue médical et dans un contexte qui demeurera probablement celui de l'établissement. On doit donc, dans tous les cas, en revanche, comprendre les évolutions sociétales qui nous amènent à passer du primat du besoin, qui est souvent d'ailleurs défini, quoi qu'on en dise, par le prisme d'analyse du professionnel, en fait, à une prise en compte plus fine des attentes et des désirs des personnes, quand bien même ceux-ci pourraient ne pas apparaître comme premiers dans les priorités d'action repérées par les professionnels. La possibilité d'exprimer, d'accueillir ces attentes et ces désirs demeure en fait au fondement même d'une relation aidé-aidant qui soit respectueuse de la dignité et au-delà même de l'humanité des personnes vulnérables. Donc ça appelle effectivement une inflexion dans les postures professionnelles, partant d'un accompagnement, ça a été dit, synonyme de suppléance, à un accompagnement qui serait synonyme de soutien au faire par soi-même, au pouvoir d'agir et bien sûr à la mesure des capacités de chacun. Guillaume Fritschi, donc alors comment est-ce qu'on accompagne toutes ces mutations? Alors, quels sont en tant que travailleur social mes espaces d'action? Quelles sont les limites à ceci? Qu'est-ce qui garantit au fond la cohérence, l'articulation de ces interventions qui sont les miennes avec les autres intervenants qui gravitent autour du projet de la personne? C'est à notre avis là que se niche finalement tout le risque d'une logique inclusive qui balayerait d'un coup d'un seul la nécessité qu'un cadre global soit donné.
non pas d'ailleurs pour camper sur des positions institutionnelles caricaturales comme ça, mais bien pour garantir que la logique inclusive ne rime pas avec morcellement et incohérence des accompagnements. Rien ne serait pire, en effet, que de considérer que, au prétexte de que l'offre de services de demain doit, et c'est vrai, mieux être individualisée, plus souple, j'oserais dire même à la main de la personne accompagnée, rien ne serait donc pire qu'un accompagnement qui serait la simple juxtaposition d'interventions distinctes sans lien entre elles. C'est au fond tout le sujet de la coordination organisée dont les balbutiements s'incarnent aujourd'hui dans le champ de l'autonomie notamment par divers modèles émergents, les DAC, les communautés 360, etc. On parle beaucoup d'ailleurs en parallèle de ces dispositifs de nouveaux métiers, de coordonnateurs de parcours, d'agenceurs de projets, de case managers, de care managers, de facilitateurs de parcours, etc. Et tous ces métiers auraient pour fonction de coordonner des interventions multiples par nature. Cette évolution-là, qui ouvre d'ailleurs le champ à l'exercice libéral de certains métiers qui étaient jusqu'alors exercés strictement au sein de l'organisation, elle est supposée garantir l'individualisation des parcours, certes, mais rien ne dit pour l'heure et en l'absence de cadre institutionnel précisément, ce qui, au fond, en garantirait la continuité en cas de désaccord ou de défaillance de certains acteurs. Donc, les acteurs du secteur ont certainement à trouver ce point d'équilibre entre modularité des réponses et coordination qui dépasse le périmètre de telle ou telle structure, sans pour autant omettre la nécessité que cet ensemble d'acteurs fasse institution autrement, afin de garantir à la fois ce qu'on évoquait, la pertinence, la complémentarité, puis la solidité de la réponse proposée. Et puis, autre point, j'en terminerai là, la transition inclusive. Elle exige que nous prêtions une attention toute particulière au niveau de qualification au sein des tableaux des effectifs, des structures, des dispositifs sociaux et médico-sociaux, alors même que le mouvement inverse, dans le mouvement inverse en tout cas, nombreuses sont les organisations qui ont dû ces dernières années faire des choix de déqualification des métiers afin de pouvoir maintenir des taux d'encadrement suffisants dans un contexte de contraintes économiques. Donc, au-delà des complexités qu'elle fait émerger, au regard de ces complexités, la transition inclusive exige que ce mouvement de déqualification cesse et que, bien sûr, notre système de protection sociale porte des financements suffisants pour cela. Merci Guillaume pour ces propos très éclairants. Je voudrais à présent me tourner vers Olivier Giraud. Quelles seraient selon vous, Olivier, les conditions pour permettre aux acteurs de la solidarité de faire vivre cette société inclusive ? Bon, moi, je pense qu'il y a un déficit de formation, sans doute, des travailleurs sociaux et de mobilisation de ces travailleurs sociaux, d'intégration peut-être de ces nouvelles missions autour de la société inclusive. Donc il y a tout un travail d'appropriation, sans doute aussi, de cette nouvelle mission de la société inclusive. Mais je pense en même temps... Quand vous dites formation, juste pour préciser, Olivier, c'est de la formation dès le départ, on change carrément de logique, ou est-ce que c'est de l'ajustement sur la formation initiale ? Je vous pose la question parce que vous parliez de culture, oui. Justement de l'accompagnement différencié. Est-ce qu'il faut tout changer, renverser la table et passer à une formation qui propose une autre culture de l'accompagnement ? Alors, bon, je pense que de toute façon, la question de la rénovation des filières de formation, des contenus de formation dans le milieu du travail social en France, elle reste sur l'agenda. Il y a des choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup, me semble-t-il, de retard à combler par rapport aux pays voisins, et notamment dans la direction et dans le sens d'une polyvalence quand même qui irait croissante des travailleurs sociaux, parce que je pense que c'est ça précisément un des enjeux de la société inclusive, c'est d'être capable d'affronter cette désegmentation, cette déspécialisation qui finalement a été souvent quand même comprise comme un enfermement des publics dans leurs conditions et d'une incapacité peut-être trop importante de ces actions à véritablement accompagner vers la société traditionnelle, j'ai envie de dire, et vers l'inclusion. Mais je pense que ce n'est pas simplement un travail individuel, je pense que c'est aussi les collectifs de travail dans les associations, dans les services de travail social qui doivent être mobilisés pour accompagner vers la société inclusive. Et ça va au-delà, je pense que c'est aussi l'ensemble des publics, des communautés, quand on pense à l'école par
par exemple les communautés scolaires ou quand on pense aux soins, souvent au niveau d'un quartier, au niveau d'une communauté de vie, il y a besoin d'accueillir finalement les objectifs de la société inclusive, de les partager, de les diffuser et de ne pas faire porter finalement c'est pas ce fardeau, mais la mission de réussir la société inclusive simplement aux professionnels et encore moins aux individus. Je pense que c'est vraiment un travail collectif. D'accord, très bien. Justement, Géraldine, qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion qu'il faut s'appuyer justement sur un collectif pour faire évoluer les choses et ne pas ne s'appuyer que sur l'expertise, même si c'est une très bonne expertise qui aurait évolué par la formation du seul professionnel de l'action sociale? Oui, dans les conditions, il y a notamment des conditions qui sont liées au fonctionnement et au déploiement même des structures, en partant du collectif, en s'appuyant notamment sur la participation des personnes qui font partie de ce collectif. Bien entendu, on n'aura pas le temps de trop développer ce sujet, mais voilà, c'est un des points, à mon avis, et partagé, je pense, pour le déploiement complet de cette société inclusive. Et puis, il y a aussi la coordination entre une pluralité d'acteurs, à la fois en interne des associations, mais aussi avec l'extérieur, des structures qui sont dans le champ social, médico-social et sanitaire, mais aussi sportif, éducatif, culturel, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Avec le monde de l'entreprise aussi, dans le champ du handicap, par exemple, on voit que pour les ESAT ou pour d'autres structures, il y a des passerelles à faire, ou même permettre à certaines MEX, par exemple, de faire des sensibilisations découvertes de terrains professionnels dans des entreprises locales voisines. Donc, on voit que plein de passerelles peuvent être créées et s'appuyer justement sur ce collectif. Donc il y a la coordination, il y a la participation, il y a aussi une réflexion stratégique et prospective à mener en interne dans les structures avec les conseils d'administration, avec les équipes sur où on va, comment on y va et quels moyens on met en place pour répondre aux besoins des personnes. Ça nécessite à la fois de penser son projet associatif, de service, mais aussi de se projeter sur un projet plus stratégique à plus long terme sur est-ce qu'on veut accompagner toujours les mêmes publics ou d'autres publics avec les mêmes modalités, des nouvelles modalités, dans du bâti, hors les murs, etc. Donc c'est toute cette réflexion-là, mais je pense qu'en parallèle, et c'est un point qui a déjà été évoqué et qui sera évoqué dans la séquence suivante, c'est bien sûr la condition qui est liée à l'environnement et à la société elle-même. Bien sûr. Et ça, c'est assez fondamental parce qu'on peut effectivement penser que les personnes, à partir du moment où les personnes émettent le désir d'intégrer ou de se retrouver dans la société, c'est super. Encore faut-il que cette société soit en mesure d'accueillir cette différence, tout ce que dit effectivement Olivier. Donc on sait que la société reste très excluante, normative, normalisée. Donc on voit bien qu'il y a quand même tout un défi là, qui est peut-être plus du côté de la société que des associations. Alors, on y reviendra parce qu'on va y revenir même dans cette séquence-là avec nos invités. Alors justement, pour symboliser un peu les passerelles que vous évoquez, Géraldine, je voulais évoquer justement des changements de pratique des professionnels de l'action sociale parce qu'elles commencent à changer devant cet objectif de société inclusive. Un exemple à Marseille avec l'association Working First. Donc il a eu le retour de son entretien d'embauche. L'employeuse nous a écrit un mail aussi pour confirmer, donc il commence lundi. Alors l'objectif global de Working First, c'est de contribuer à la pleine citoyenneté de personnes qui vivent avec des problématiques de santé mentale, et notamment par l'accès et le maintien à l'emploi. Les personnes qui vivent avec des troubles psychiques sévères, donc il y a d'après les études, il y a une majorité d'entre elles qui veut travailler, et parmi cette majorité, il y a une majorité qui peut travailler. Et en fait, le marché du travail a de nombreuses places à offrir à tout type de personnes qui peuvent vivre avec tout type de pathologie. Chez Working First, donc on implante une méthode américaine qui s'appelle IPS, Individual Placement and Support. En gros, il s'agit d'accéder le plus rapidement possible à l'emploi et de partir de l'emploi pour organiser ensuite un accompagnement social, sanitaire, en fonction des besoins de la personne autour de l'emploi. C'est une méthode qui est contre-intuitive, on va dire, qui va à rebours des pratiques habituelles.
et qui est donc basé sur l'individualisation de l'accompagnement par des préférences des personnes, de leurs rêves, de leurs ressources, de leurs forces, pour nourrir l'espoir, ce qui est le mot-clé, je pense. C'est également basé sur une activité de relation à l'entreprise très prégnante dans notre travail, pour offrir de vraies opportunités aux personnes, et aussi cette activité de prospection, c'est pour bien connaître l'entreprise, bien connaître le poste de travail, pour proposer aussi à l'employeur une personne qui est adaptée, qui correspond, dont les compétences correspondent à ce poste de travail et à ses besoins. Alors après ce beau reportage, on va se poser une question un petit peu plus globale. Géraldine l'avait commencé à l'évoquer et on en a parlé aussi lors de la première séquence. Est-ce que vous avez le sentiment, Olivier, que tous les enjeux qu'on est en train d'évoquer, est-ce que les politiques en prennent la mesure, puisqu'on sait que voilà, on a des objectifs affichés extrêmement ambitieux, mais sur la déclinaison, c'est un peu plus discutable. Est-ce que vous avez le sentiment justement que cet objectif majeur, en tout cas qui semble majeur, est vraiment au rang des priorités des politiques publiques ? Bon, je pense que les politiques publiques, l'action publique de manière générale, elle cherche toujours à accrocher des dynamiques qui sont déjà enclenchées dans la société. Et je pense que ce concept de société inclusive, c'est vraiment caractéristique de ça. C'est-à-dire, c'est quand même une notion qui nous vient quand même beaucoup du mouvement associatif aussi, notamment du mouvement, des associations du handicap, avec la volonté de participer, la volonté d'être, pour les personnes en situation de handicap, d'être considérées comme des adultes, comme des citoyens, voilà, comme des participants à part entière dans la société. Donc c'est quand même, ça correspond à une revendication qui vient du monde social et l'action publique, donc elle va chercher à s'accrocher à ce qui vient directement d'en bas, ou on pourrait dire de la société, pour développer ses politiques. Parce qu'elle sait, ou en tout cas, voilà, elle va vers des mots-clés, vers des références, vers du sens qui existe déjà et qui est déjà porté dans la société. Elle surfe sur la vague. Elle surfe un petit peu sur la vague, c'est vrai. Ouais. Mais en même temps, voilà, donc c'est quelque chose qui a quand même été co-construit et en partie initié par le mouvement associatif, donc c'est très important. En même temps, effectivement, derrière, ça voudrait dire une mise en forme de l'action publique au sens des politiques, des programmes, des formations, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, d'un certain nombre de métiers, Géraldine le disait tout à l'heure, qui sont nouveaux et qui sont importants pour donner du sens à cette société inclusive. Mais souvent, les choses ne se limitent pas toujours à des moyens. Je pense que ce qui est très important aussi, et c'est le rôle du politique, c'est d'aller dans le sens des mobilisations sociales, précisément. C'est-à-dire de les animer, de préparer les communautés, d'initier des débats publics, de manière à ce que les publics, qui sont les destinataires, ou les personnes, on le voit, on l'a vu, ça a été traité tout à l'heure dans le cas des écoles. Je pense que les parents d'élèves, de manière générale, n'ont pas de difficulté à ce qu'il y ait des enfants en situation de handicap qui soient accueillis dans les classes classiques. Je pense qu'il n'y a pas d'hostilité. Je ne pense pas que la société soit par défaut excluante. Enfin, je ne sais pas, je ne pense pas que c'est ce que Géraldine voulait dire. Je pense qu'au contraire, il y a une vraie bienveillance par rapport à l'accueil précisément des différences, des publics vulnérables, etc. Mais encore faut-il que les personnes, que les parents, que les enfants soient préparés à ces échéances et que les choses soient accompagnées par l'action publique. Et ça, je pense que c'est le rôle du politique précisément de faire tout ce travail de mobilisation et d'accompagnement des publics de manière très large. D'accord, très bien. Géraldine, quel est votre point de vue? Juste pour répondre effectivement à Olivier, effectivement, moi j'avais plus en tête sur le côté excluant, ce qu'évoquait aussi tout à l'heure Antoine, c'est par exemple ce qui est en lien avec des mobilisations liées au refus de l'implantation d'un CEF, d'un centre éducatif fermé à proximité de certains quartiers ou d'un centre d'hébergement d'urgence en plein Paris. Enfin, voilà. Donc je pensais plutôt à ces exemples-là. Mais effectivement, pour ce qui concerne les politiques, je pense que pour activer en tout cas la démarche inclusive, ce qu'il faut, c'est impérativement que finalement les politiques intègrent qu'il faut sortir des cases
des cadres, en tout cas de permettre qu'on puisse sortir des cases et des cadres, et qu'on sorte finalement de cette logique en silo. Et donc, il ne donne pas forcément l'exemple. Et voilà, et que justement, il s'applique aussi cette nécessaire articulation entre eux. C'est aussi une logique beaucoup plus souple dans les fonctionnements, et notamment dans les phénomènes et les fonctionnements d'entrée-sortie. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit que pour répondre vraiment aux besoins des personnes, voilà, on va de temps en temps avoir besoin d'être un temps à domicile, un temps en structure, un temps en établissement, un temps suivi par un service. Et donc, il faut effectivement que, là encore, le suivi financier administratif puisse suivre. C'est pas changement de rythme aujourd'hui totalement acté. D'accord. Il y a aussi le fait que nous sommes aujourd'hui conditionnés par un fonctionnement dans le cadre des appels à projets. Il semblerait que la commande publique contienne en elle-même une forme de conception implicite de l'inclusion, puisqu'elle donne dans son cahier des charges, cette commande publique, sa manière d'identifier le déploiement de l'offre de telle ou telle manière. Et quelquefois, quand il y a des réponses qui sont un petit peu spécifiques, elle répond par la négative parce que ça ne rentre pas justement dans les cases. Et juste deux petits points de vigilance. C'est il ne faut pas que démarche inclusive soit synonyme d'économie. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, sous couvert de démarches inclusives, se disent « ça va coûter moins cher ». Avec voilà. Michel Bouquet, oui. On a eu l'illustration avec Michel Bouquet tout à l'heure. Donc ça, c'est très important. Et aussi, voilà, que l'on n'arrive pas à finalement le prétexte d'un désengagement progressif de l'État en se disant finalement le droit commun s'occupe très très bien des personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Donc on n'a pas forcément besoin de mettre des moyens. Voilà, qu'il y a un renversement de responsabilité sur le milieu ordinaire. Tout à fait. Et puis après, il y a la grande question de l'accessibilité, de façon générale, sur la mobilité, sur tout l'ensemble des services dans le cadre du droit commun. Encore faut-il les rendre accessibles. Et puis, un point, moi, qui me paraît très important, c'est celui du choix des personnes de ne pas forcément vouloir être dans cette société inclusive. D'accord. On respecte leur choix. Alors ça, c'est un vaste débat. C'est un vaste débat. On l'évoquera peut-être aussi dans notre troisième séquence, cette question de la norme, la bonne norme, voilà. On va peut-être prendre, puisque je crois qu'il y a une question de Mathieu, donc, que je vais vous poser, je vais vous soumettre. La société inclusive est un objectif très ambitieux. N'est-on pas allé trop vite sur ce sujet ? Voilà, alors Olivier, je vous pose la question et ensuite je laisse réagir Géraldine sur la question. Bon, je pense qu'il y a plusieurs rythmes dans la façon dont les politiques sociales, on pourrait dire, ou les politiques sanitaires et sociales se sont orientées vers ce concept de société inclusive. Et je pense qu'il y a une partie du timing qui n'a peut-être pas été forcément tout à fait maîtrisée par les acteurs publics français, parce qu'il ne faut pas oublier que Bruxelles est aussi à la manœuvre sur cette affaire-là, et il y a aussi des directives, et il y a aussi toute une série de recommandations qui sont adressées aux États. Il y a l'influence du Fonds social européen qui fait qu'on a dû, dans les politiques sociales françaises, pour obtenir du financement et aussi d'ailleurs pour répondre à des appels d'offres et pour obtenir des financements quand on est une association, je pense qu'il y a un grand nombre d'acteurs le savent bien, prendre au sérieux et finalement mettre en application très vite ce concept et les contraintes qui sont liées à ce concept de société inclusive, sans avoir fait le travail de préparation en amont, en termes de, encore une fois... En termes d'explication, exactement, de pédagogie, mobilisation, etc. formation et mobilisation des collectifs. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a manqué, parce que le rythme des injonctions venues d'en haut était quand même différent. D'accord, très bien. Géraldine, rapidement, oui, il y a une question de mise en place d'un processus, en fait. C'est tout un processus qu'il faut mettre en place. Et effectivement, on ne peut pas tirer les conséquences de l'issue de ce processus en cours de route. C'est-à-dire que, ce qu'évoquait aussi tout à l'heure Michel Bouquet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer par supprimer des places de CHRS quand on n'a pas encore rendu le logement accessible. Bah oui. Voilà. Tout à fait. Très bien. C'est une très belle conclusion. Géraldine, Olivier, je vous remercie. Nous venons de le voir, donc la société inclusive bouscule la pratique de bien des acteurs de la solidarité. Cet objectif implique, on l'a aussi un petit peu abordé, une réflexion
plus globale sur l'état de notre société. Et c'est ce que nous allons évoquer, aborder dans la dernière partie de cette émission. Pour débuter cette séquence, je vous propose de découvrir l'action de la Maison de l'Amitié à Albi, initiative qui symbolise cette ouverture nécessaire pour que les choses bougent vraiment. Alors la Maison de l'Amitié gère 4 établissements, donc un EHPAD, une résidence autonomie, un accueil de jour et un actipôle. Donc les spécificités des établissements, c'est vraiment dans la continuité du projet associatif, de ce qui est vraiment au cœur de l'association, c'est maintenir l'intégration dans la vie sociale, donc l'intégration dans la société. Donc c'est laisser les résidents sortir, laisser les personnes de l'extérieur, personnes de la famille, visiteurs, voilà, entrer aussi. Donc c'est vraiment un flux dans les deux sens. On est vraiment dans cette volonté-là pour ne pas, j'allais dire, rentrer dans le système un peu de l'exclusion, c'est-à-dire que le résident entre en EHPAD et hop, on bascule vraiment sur une toute autre vie. Là, on est vraiment dans une volonté de continuité et c'est valable pour tous les services de l'association. Et voilà la mascotte. Ouais, elle est trop belle. On a des résidents qui ne sont pas considérés comme des résidents d'un EHPAD, mais comme des citoyens. Ce sont des personnes qui participent à la vie de la ville d'Albi. Ça nous permet de voir notre métier autrement, parce que cet accompagnement, il va maintenir l'autonomie des résidents le plus longtemps possible. Et c'est un accompagnement qui nous oblige à nous remettre en question en permanence. Ce mode de fonctionnement, il apporte, j'allais dire, du bien-être et côté résident, et côté famille, et côté personnel, parce que quand on est sur cet accompagnement qualitatif, chacun y trouve son compte, chacun est satisfait, parce que bon, accompagner une personne vieillissante, c'est pas forcément quelque chose de difficile. Il y a des moments de plaisir aussi, des moments de partage. Et là, c'est vrai que, j'allais dire, tout s'y prête. La famille est satisfaite aussi de venir voir son parent, voilà, pas forcément triste, pas forcément dans la revendication. C'est vraiment une atmosphère qui est très très différente. On est persuadé que de s'ouvrir, de faire rentrer du monde dans la maison, que les résidents soient en contact avec les gens de l'extérieur, eh bien, ça les porte vers le haut. Donc ça apporte de la vie.